on va en parler bien évidemment. Du coup, je pense qu'on peut commencer à parler du Knicks, de la série Knicks face au Heat et parler de Miami, bien sûr. Hommage à l'invité, j'espère que vous m'en voudrez pas dans le chat. Déjà, un petit mot peut-être sur le premier round face aux Milwaukee Bucks. Yes. Où tout le monde vous annonçait bien sûr sortir face à l'ogre de Milwaukee et Giannis Antetokounmpo. Hugo, est-ce que tu as pu suivre un petit peu la série? Comment est ton Stonks Report après ça? Est-ce que tu peux nous la résumer un petit peu en essayant d'être un minimum objectif? Alors bon, pour être objectif, tu vois, c'est moi qui vais te proposer d'être objectif. D'ailleurs, je vais répondre rapidement à Ensor qui dit qu'au vu de la saison régulière de Miami, c'était compliqué de lui donner à Bam. Tout à fait. Cette saison régulière était honteuse et en tant que fan, ça fait depuis 15 ans que j'ai pas regardé absolument tous les matchs du Heat sur une saison, donc c'était du basket dégueulasse, hein. On est clairement d'accord. N5 le sait. Moi, j'avais envie que Miami perde contre les Bulls pendant le play-in parce que c'est au bout d'un moment, ça suffit, achève-moi, quoi. J'ai plus envie de me lever pour regarder des dérouillés. Et là, miracle, quelque chose s'est débloqué en fait pendant la série contre Yanis, contre les Bucks. Je pense que même Spo de son côté, la saison régulière, ça fait 1 ou 2 ans que ça le fait chier, hein. Là, il a pu mettre un peu des choses en place contre les Bucks. Et surtout, l'une des clés de la série, c'est comme en fait d'habitude avec Miami, c'était de l'adresse à 3 points. Et j'ai plus les chiffres exacts, mais sur la saison régulière où on se prend des dérouillés contre les Bucks, on shoot à peut-être, je sais, entre 20 et 30% sur des 3 points complètement ouverts. Mais il y avait une qualité de tir générée qui était assez bonne, mais absolument aucune réussite qui facilitait le travail sur Bams, qui facilitait le travail sur Butler, et puis les role-players des Bucks s'en sont donnés à cœur joie, même les matchs où Yanis n'était pas là. Mais là, on a vu une équipe qui était déjà beaucoup plus solide défensivement, ce qui a été assez surprenant, même au niveau au début de la série, je le sentais un peu mal parce qu'ils avaient titularisé Strus en 4. Et je sais pas pourquoi. Bud, il s'est dit on a Strus sur Brook Lopez. Yanis, il est sorti. Ouais, non, on va pas lui donner la balle. Donc ça allait très bien à Miami. Ils ont pu prendre ce match. Ils ont fait de l'ajustement au match 2. Et Spo a répondu en titularisant Love au match 3, qui lui, du coup, a pu très bien accompagner Bam. Mais l'intégration n'était pas superbe après sa signature à Miami. Mais ça a cliqué d'un coup en playoff. Donc non, c'est une très bonne surprise. C'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées. Et puis Butler est rentré dans un mode complètement fou. Tout le monde a vu le match à 56 points, mais tout sur la série, il a 37 points. Il est en two-way, il est incroyable. Il bolosse Jrue Holiday, Middleton et Yanis, même Brook Lopez. Il rentre dans Brook Lopez comme si c'était l'intérieur le plus soft de la ligue, quoi. Il n'avait pas peur de lui. C'est très très agréable à voir. Non, j'étais content pour les fans du Heat. Tu n'étais pas le seul à être si déprimé par votre saison que tu attendais, comme tu le disais, une élimination en play-in pour à la limite ne plus voir cette torture. Je sais que Quentin, de l'équipe de QI Basket, bien sûr, qu'on salue, était exactement dans le même mood. Je sais qu'il y avait quelques autres gars, bien sûr, du Miami Heat France notamment, qui étaient un peu dans cette idée-là. Et quel retournement de situation, un des plus gros et des plus beaux upsets des premiers tours, bien sûr. Et d'ailleurs, le premier depuis le play-in, il me semble, un rescapé du play-in qui élimine un premier, c'est donc Ouais. la première fois. Et puis, bien sûr, bon, la blessure de Giannis, malgré tout, mais qui ne cache pas, comme tu l'as dit, un playoff Jimmy, et votre explosion à 3 points, incroyable. Jusqu'ici, donc, du coup, tout va bien pour le Heat qui venait affronter les Knicks qui ont fait aussi leur surprise quelque part, en tout cas dans la manière, puisque si on attendait une série assez serrée finalement avec les Cavs, il n'en fut rien. 4-1 de la part des Knicks, avec un JB Bickerstaff complètement aux fraises, comme attendu, hein, on pouvait s'y attendre pour ceux qui regardaient un petit peu les Cavs jouer. Le problème de spacing qui a été irrésolu et irrésolvable, on dirait, et surtout un rebond désastreux qui ont fait pencher la balance du côté de New York très rapidement. C'est ça qui est surprenant, hein. Oui. Non mais alors oui. Non, Perdre
perdre la bataille du rebond quand t'as Mobley, Jarrett Allen, t'as un secteur intérieur qui est quand même assez Mais, solide de et en même base. temps, tu vois que genre quand je regardais justement quand on avait fait la preview, etc., j'étais surpris de voir que au rebond défensif, enfin au pourcentage de rebonds offensifs concédés, ce genre de choses, les Cavs n'étaient pas si bons en SR. Et donc ça allait finalement dans le sens de ce qu'a été la série plus tard. Et puis en fait, oui, les intérieurs, alors déjà, bon, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu soft et ils auraient pu, on peut attendre plus d'eux, très clairement à ce niveau-là. Après, il y a aussi l'aspect collectif, les ailiers des Knicks, et je pense que on va pouvoir en parler par rapport aux 2 premiers matchs. Un mec comme Josh Hart, putain, il apporte au rebond, et c'est des mecs qui n'avaient, que les Cavs n'ont pas de l'autre côté du terrain. Donc pas d'arrière qui apporte autant que les arrières des Knicks peuvent le faire, et du coup ça s'est facilement imposé du côté de New York. On parlait justement du rebond, encore une fois ce sera une clé de la série face à Miami. On l'a déjà vu un petit peu dans les 2 premiers matchs, on va y revenir. Miami qui est plutôt bon au rebond défensif globalement, 4e en SR avec 73% des shoots ratés captés par l'équipe, mais qui a eu quelques problèmes néanmoins. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais notamment au play-in face à Atlanta, et puis dans la série face aux Bucks, avec un ajustement quand même salvateur pour Miami du côté du rebond défensif, et de ne pas autoriser un plus grand nombre de possessions pour l'adversaire. Ça a été la titularisation, en tout cas le minutage de Kevin Love. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette solution, mais assez incroyable de voir Kevin Love ressusciter de cette manière-là, et d'autres manières. Je pense notamment au Game 1, où moi je trouve que c'est sa mise quand il arrive dans le 5 avec Bam, où vraiment il y a un tournant, et d'autant plus qu'il offre aussi avec ses athlètes passes, hein, les passes full courte, tout le terrain, qui satellisent Jimmy Butler notamment, et vous faites le break sur ces points en transition là. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de cette solution là? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi de cette potentielle faiblesse quand même de Miami au rebond défensif versus le Et rebond offensif des Knicks? je pense qu'on avait. Bon, tous les fans du 8 l'avaient vu venir, la titularisation de Kevin Love comme ajustement. C'était pas jouable de garder Strus en titulaire au poste 4, et Calem Martin, c'était plus intéressant de le faire sortir du banc comme couteau suisse. Mais moi, j'ai bien aimé. Après, c'était un peu inquiétant en saison régulière. C'est vrai que son net rating n'était pas terrible. Tu voyais qu'il y avait quand même certaines synergies avec Kevin Love dans le 5 majeur, et sur le papier, ça collait parfaitement aux besoins du 8. C'est un tireur à 3 points très prolifique, qui est très bon enfin, qui à son prime était très bon sur un gros volume. Il peut shooter un peu en mouvement, il peut finir au poste avec la balle en bas. C'est un joueur qui est assez grand, je crois qu'il est listé à 6'10", je crois. Donc voilà, ça a ramené de la taille. Et en fait, les Bucks aussi proposaient un line-up en fait, en face, qui permettait de ramener Kevin Love. En fait, Yanis, Lopez et Portis, c'est assez grand, mais Lopez, c'est pas hyper mobile. Et Portis, bon voilà, c'est un bon joueur, mais pareil, c'est pas un 4 hyper mobile qui complique les choses. Et je crois qu'ils ont modifié un peu leur manière de défendre avec Kevin Love, qui steppait toujours, mais là ils sont un peu plus réactifs dans les aides. Il y a des meilleures rotations derrière qui lui permettent de toujours rester au contact d'un défenseur sans créer trop de décalage, et surtout ça évite d'avoir Bam comme seul joueur au-dessus de 2 m 3, et ça permet d'avoir toujours un grand en fait positionné au rebond, ce qui était un peu notre grosse faiblesse, et ça fait la différence dans ce secteur-là. Maywen Levenant qui nous dit bonne idée de laisser partir Love. D'ailleurs, première fois dans le chat pour toi, bienvenue à toi. Et Darius Garanten qui disait salut, JB dépassé, ça c'est étonnant. JB Bickerstaff bien sûr, les fans des Cavs qui effectivement peuvent avoir des regrets d'autant plus en voyant Kevin Love performer du côté du 8 et être une solution par rapport à la problématique du rebond. Pour rentrer directement dans la série par rapport à ça et par rapport à Kevin Love, je te disais juste avant de commencer, Hugo, moi j'étais un petit peu
déçu à la vue au replay des deux matchs. Je les ai vus dans la journée, j'ai pu les rattraper dans la journée. Alors j'étais un peu crevé parce que j'enchaîne énormément de boulot là en ce moment. Donc peut-être que j'étais pas au plus haut niveau dans ma vision tactique des games, je l'accorde, et vous pourrez me corriger dans le chat, mais néanmoins, je trouvais que c'était pas incroyablement précis tactiquement de l'un et de l'autre côté, hein, des deux côtés des deux équipes et des deux côtés du terrain. Pour les Knicks ou pour les Bucks? Non, pas par rapport aux Knicks. Aux Knicks, ok, d'accord. Ouais, par rapport aux Knicks et aux deux derniers matchs là, du 8. Et je trouvais notamment par exemple que les Knicks attaquaient peu les mismatchs. Je pense bien sûr à Kevin La Love. blessure de Butler aussi en fin de match. Voilà, avec la blessure de Butler. Enfin bref, je trouve que c'est dans l'offense, il y a quand même pas vraiment de la recherche du mismatch. Il n'y a pas vraiment cette tactique-là. Je trouve que ça attaque quand même un peu au pif. La seule chose que je remarquais un petit peu, c'est Jalen Brunson qui, quand vous défendiez en zone, parce que vous avez beaucoup défendu en zone, qui attaquait toujours plus ou moins de son côté préférentiel, et pour revenir en middle sur sa main forte. Mais voilà, ça va pas chercher trop les match-ups. Alors la zone prévient aussi un petit peu ça, malgré tout. Ouais, voilà, ouais, sur la zone, t'as pas non plus énormément d'options tactiques très développées, quoi. C'est créer le décalage, trouver le joueur, créer un surnombre d'un côté et renverser de l'autre pour trouver les shooters ouverts. Ils ont très bien fait avec RJ Barrett, Mhm. d'abord en premier quart-temps, puis pendant le reste du match. Ouais, ouais, comme tu sais, c'est pas une série qui était très créative et je pense. Je sais pas quoi te dire. Ouais, c'est pas la série la plus bandante tactiquement, mais il y aura du suspense. Ça va être serré parce que c'est des équipes qui sont très défensives et il y a quand même moins d'armes offensives que chez les Bucks. Donc il y a moins de chances qu'il y ait de grosses explosions à 3 points. Ils n'ont pas le matos pour en playoff, je pense. C'était un peu le pari de la zone. Jusque-là, pour être très honnête, c'est pas incroyable. Moi, alors, c'est un peu. Alors, au visuel, j'étais Ouais. assez convaincu par la zone. Je me suis dit, bon, c'est pas trop mal, etc. Tu paries sur le manque de shoot des Knicks. Dans l'idée, tu te dis qu'ils vont pas forcément planter. Le problème, c'est que jusqu'ici, ils plantent pas mal. Faudrait peut-être pas que ce qui vous est arrivé contre les Bucks, vous le preniez dans la tronche face aux Knicks en mode d'un coup, la réussite d'équipe à 3 points est incroyable. Et en fait, j'ai une stat vis-à-vis de ça. Alors, c'est vraiment c'est la variance du shoot à 3 points qui explique cette stat-là. Oui. Mais en fait, dans le game 2, donc l'offense des Knicks, quand elle fait face à une défense d'homme à homme de la part du Heat, elle est à 0,77 points par possession, donc assez faible comme moyenne, Mhm. plutôt worth it de coup pour le Heat de défendre en homme à homme. En zone, c'est 1,16 points par possession pour les Knicks, avec 2 fois plus de possession en termes d'échantillons. Alors c'est sur un seul match, et encore une fois, grosse variance à 3 points. Je trouvais que les Knicks rentraient beaucoup de shoots à 3 points, même si encore une fois là, on peut expliquer aussi les runs de l'une des deux équipes aussi beaucoup par qui rentre quel 3 points à quel moment. Je pense notamment à Obi Toppin dans le match 1, où vous commencez à faire un écart avec la titularisation l'entrée dans le 5 de Kevin Love, où lui il a je sais pas 4-5 3 points ouverts et il les brique tous, Ouais. et donc forcément ce serait beaucoup plus compliqué. Et je trouve que ouais, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. C'était bon, voilà, qui met ses shoots fait un écart potentiel. Et le reste à côté, c'est quand même, tu l'as dit, une série défensive, et défensivement, il y a quand même de belles choses. Mais voilà, je me dis, est-ce que t'as pas un petit peu peur justement, parce que je me disais, il y a quand même un gros ajustement potentiel sur le mismatch. Est-ce que t'as pas un petit peu peur que le plan de jeu s'ajuste vis-à-vis de certains défenseurs? Et on sait que Kevin Love, on en parlait, mais il y a d'autres défenseurs à Miami qui sont pas incroyables. Je pensais notamment à Strus qui prenait le bouillon Ah ouais, ouais. en SR bien sûr, mais notamment au play-in, et je l'ai vu aussi face aux Bucks. Il y a d'autres moyens faibles potentiels chez ce hit là. T'as pas un petit peu peur de cet ajustement à venir dans la série potentiellement?
Pour être honnête, hein, cette série, je ne l'ai pas regardée sous un angle très tactique. Pour moi, si et Butler, les Knicks, ils prenaient un sweep, un 4-0. Mais c'est vrai que là, pour revenir un peu aux chiffres qu'a donné Coupe sur la zone et l'indiv, je pense qu'en fait, Spo, il fait de la zone pas par choix vraiment, mais plus par dépit. Il n'y a pas Butler, il faut faire rentrer des défenseurs un peu plus faibles sur le terrain. Caleb Martin, normalement, qui est en soutien et peut un peu, quand il rentre sur le terrain, permettre à Jimmy de changer un peu, de ne pas être sur Brunson. Là, il était dans le 5 majeur, si je me trompe. Oui, bah, il était dans le 5 majeur et, et doit s'occuper à plein temps de Brunson ou de Barrett quand il est switché dessus. Donc au final, la zone, vu que tu la joues par dépit, ben, t'as pas forcément les meilleurs défenseurs sur le terrain. C'est les moments où tu avais Duncan Robinson. Je sais plus s'il a aligné, je pense pas qu'il a aligné Strus en même temps, qu'il y avait Kevin Love en même temps. Donc c'est mécaniquement, je pense que ça explique un peu ce déficit. Je pense que la zone, quand tu as Butler de disponible ou Oladipo aussi de disponible, et que tu sais, ils font un peu cette presse tout terrain de 1-2, et puis avant de repasser en zone, elle est beaucoup plus efficace. Donc, à voir en fait sur le reste de la série avec le retour de Jimmy. Mais est-ce que j'ai peur? Mais encore, ça va pas être une analyse très poussée, mais non, j'ai pas peur des ajustements de Tibbs. J'ai... Ce qui me fait un peu plus peur, par contre, c'est la surchauffe offensive côté hit, avec la réussite qu'on a eue à 3 points ce soir. Au global, elle n'est pas fantastique, mais on a quand même eu des Caleb Martin qui ont tiré à 50%. Et je ne sais pas si ça, c'est durable, en fait. C'est plus de ce côté-là où j'ai peur où on voit qu'en fait les Knicks font le même choix un peu que les Bucks, c'est de complètement bloquer l'accès à la peinture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en début de match, Bam était beaucoup plus agressif. Bon, il a essayé de jouer quelques contre-attaques assez rapides, de provoquer le contact. Il n'a pas eu les sifflets, donc il a arrêté. Mais il a joué plusieurs fois Mitchell Robinson, en le prenant de vitesse, en recevant la balle en ISO, au poste haut, au mid-post. Euh, Dès qu'il a pris ses deux fautes et qu'ils ont entré Hartenstein, les Knicks se sont adaptés très rapidement et ont toujours laissé l'autre intérieur flotter au niveau de la raquette, quitte à laisser des espaces aux joueurs qui défendaient. C'était soit Ice Smith, soit Caleb Martin. Et donc, ce qui est essentiel pour faire péter ce verrou-là un peu, c'est que les role-players du Heat continuent à rentrer leurs 3 points. Pour le moment, ça a été le cas, mais je sens que ça va pas durer en fait. Biais du survivant, nous dit Guillaume, les points par possession sur man-to-man sont faibles parce que ça a été utilisé que avec des line-up qui pouvaient défendre correctement. On peut pas dire Voilà, qui... c'est l'idée. On peut pas dire ils ont été plus efficaces sur man-to-man, il faut plus utiliser ça. Si tu le fais en défendant man-to-man avec certains line-up, les points concédés vont exploser. C'est exactement ce que tu disais, ça rejoignait un petit peu ce que tu disais, donc du coup je voulais le mettre en avant et vous inciter, vous qui nous écoutez potentiellement sur YouTube, à regarder le chat parce qu'il y a quelques perles de temps en temps que j'essaye tant bien que mal de remettre au goût du jour, bien sûr. Alors qu'on accueille Loïc, bienvenue dans le 5. N'hésite pas à partager des messages dans le chat, nous donner ton avis, débattre avec nous. Je suis assez d'accord sur l'aspect de Bam. J'ai bien aimé son début de match hier, assez agressif comme tu l'as dit. Je trouve que tu en as un petit peu parlé, tu l'as évoqué. Un des trucs aussi que je pense qui peut être intéressant, c'est les fautes, le jeu des fautes. Alors, je trouve qu'Hartenstein est plutôt vaillant et plutôt bon même en termes de backup de Yes. Mitchell Robinson. Sur le dernier game, le game 2, je le trouve plutôt voire même bon, voire Il a très été bon. meilleur, hein, meilleur que Mitchell Robinson. Ouais, je l'ai clairement. trouvé vraiment très bon. Donc, c'est vrai que finalement, tu gagnes pas tant que ça. En tout cas, moins que ce que je pouvais m'y attendre personnellement. Mais je me dis que y a quand même quelque chose à faire, d'autant plus que avec une prépondérance du rebond offensif chez ces Knicks là pour justement affleurer en termes de nombre de possessions, en termes de jeu offensif, parce qu'on Ouais. sait qu'ils sont pas les plus adroits non plus. Beaucoup de jeux d'ISO, etc. Mais c'est comme ça qu'il fume en fait, c'est en perdant peu la balle. C'est Je crois ça. que peut-être que Guillaume peut confirmer parce que moi cette année c'est pas comme l'année dernière, j'ai plus mes abonnements à tous les sites de stats avancées. J'avoue que je suis un peu moins sur l'ensemble de la ligue en dehors de 8, mais je crois que la recette des Knicks cette saison c'est clairement c'est peu de pertes de balles et beaucoup de deuxième chance au rebond offensif. Donc même quand l'adresse n'est pas là, c'est une équipe qui tue en sécurisant le rebond d'un côté, en prenant des possessions en extra de l'autre. C'est une recette vieille comme le monde mais qui fonctionne
Et c'est ce qui a fait la différence au Game 2. Mais va falloir faire gaffe à Miami, si c'est pas Scott Foster, de voir s'il y a la même permissivité au rebond offensif. Parce qu'il y a quelques actions un peu cheloues en fin de match. Ouais, tu sais, alors, ouais. Moi, tu vois, ça m'a plus choqué sur le Game 1 que sur le Game 2. Ouais. Et tu vois, j'étais assez, enfin, peu importe qui gagnait. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que vous étiez plus lésé sur le Game 1 que sur le Game 2. Ça m'a moins choqué. Après, oui, Moi, je sais que Scott Foster, par contre, bon, est un Non, je ennemi pense de pas la qu'il y a franchise. eu. Je pense pas qu'il y ait eu un. Peut-être c'est un peu malhonnête la manière dont je l'ai présenté. Je me rappelle plus. Honnêtement, le Game 1, l'arbitrage ne m'a pas choqué particulièrement. Oui, moi, il y a deux Et calls que. Bon. c'est ça, moi j'ai essayé quand même de m'éloigner de ça, se focus sur l'arbitrage. C'est juste là, il y a eu quand même quelques calls un peu scandaleux qui ont, pour moi, changé un peu le momentum du match. Bon, le call sur le 3+1, je le trouve pas choquant non plus, hein. Que le tir soit parti avant ou après, c'est un détail, au pire, ça c'est pas très grave. C'est plus, il y a eu une séquence où on s'est fait tabasser au rebond offensif, où Laurie se prend une faute alors que c'est Oui, Randle ouais. qui lui fait une espèce de prise de catch, et l'autre où Bam box out Hartenstein, et c'est Josh Hart qui envoie Hartenstein au sol et ça fait une possession de plus. Bon, donc c'était un peu. C'était dommage, mais Miami, de toute façon, c'était fait dominer au rebond offensif. C'est pas sur ces calls-là que la domination s'est faite. Et c'est un peu le double effet de, un, l'absence de Butler d'un côté, et de deux, le retour de Julius Randle, qui est quand même un sacré animal de ce côté-là. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres points. J'avoue que j'ai fait un petit peu freestyle, j'avais fait un petit plan, mais D'autres. si j'ai D'autres. trouvé que il y avait un ajustement intéressant quand même en termes de défense du côté du Heat. C'était tout ce qui était bien sûr la défense sur Jalen Brunson. Qui a pas mal eu dans le Game 1 ses espaces, je trouve, sur le mi-distance, le flotteur, Oui, etc. Et qui réussissait pas mal dans l'entrejeu à se trouver des espaces, notamment avec un BAM qui était beaucoup à empêcher le lob sur Mitchell Robinson, qui du coup était très bas parce que Dunker Spot oblige et avec un Jalen Watson qui arrivait assez bien à se jouer. Bah forcément, sur le premier ton rideau, vis-à-vis, ouais. des Ouais. joueurs comme Gabe Vincent ou surtout Max Strus qui bon sont pas forcément des assurances tout risque, encore moins Duncan Robinson aussi qui revoit des minutes dans ses playoffs Et ça, c'est un gros kiff. avec les blessures bien sûr de Tyler Hero etc qui font que aussi et du coup je trouve qu'il y a eu un bon ajustement quand même sur Jalen Brunson que je trouvais beaucoup plus en délicatesse dans le Game 2, même si dans le quatrième quart-temps il s'est remis en retrouvant un petit peu d'adresse à 3 points notamment sur le pull-up, et dans le Money Time ça a vraiment compté, ça a aussi fait un petit peu une bascule, Ouais. et il a été trouvé aussi à un moment par Josh Hart sur des kick-outs. Ouais. Et Josh Hart a fait un gros taf dans le Money Time pour démultiplier les décalages et trouver l'open man à l'opposé. Mais du coup, après, vous avez beaucoup plus mis le mur tout simplement avec des aides assez agressives et des stunts assez agressifs en pariant toujours sur la non-réussite des shooters potentiels. Et je trouve que c'est plutôt à mon sens un bon ajustement pour la suite de la série. Je pense que arriver à le frustrer, c'est quand même beaucoup plus viable de vraiment essayer de frustrer Jalen Brunson sur le mi-distance et l'obliger à retrouver son adresse sur le pull-up 3 et surtout parier sur encore une fois la potentielle non-réussite des shooters des Knicks. Je sais que Guillaume disait il y a des meilleurs shooters aux Knicks qu'aux Bucks. Mais Hmm, bon, moi ça me semble très précaire quand même cette histoire, hein, notamment RJ Barrett ouais. qui effectivement s'est retrouvé un shoot. Et j'écoutais Il a fait son petit ajustement avec son entraînement avec Drew Allen qui a repositionné son C'est ça. coude à gauche. Ouais, ça n'a pas duré. Il y a c'est vrai que les commentateurs étaient très focus là-dessus. Alors du coup, moi je savais pas, donc intéressant en soi. On verra si ça dure. Mais c'est vrai que RJ Barrett est mea culpa parce qu'on n'en avait même pas parlé dans la série face aux Cavs, tellement on pensait que ce serait un non-facteur. Finalement, il l'a été plutôt 2 fois qu'une, notamment les derniers matchs face aux Cavs. Et il continue de l'être. Il fait quand même 2 beaux matchs, deux beaux premiers matchs, je trouve, face à vous. Donc Ouais. il faut le souligner. Notamment aussi sur le drive. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, son shoot, peut-être qu'il y aura une certaine variance et on n'est encore pas complètement sûr
de sa capacité à garder une telle efficacité à l'extérieur. Mais je trouve que il drive plutôt bien. Et encore une fois, un truc qui me surprenait quand même pas mal avec Kevin Love, parce que c'est loin d'être un défenseur intérieur très intéressant. Mais je trouve Ouais. que quand vous étiez à deux avec lui, il y avait quand même beaucoup plus facilement de la présence à l'intérieur, là où quand Bam est tout seul, en fait, les lignes de drive sont quand même beaucoup plus exposées. Il suffit qu'il soit un petit Ah peu à ouais. l'extérieur et Alors derrière, il n'y que a plus personne pour défendre le cercle. en fait, Kevin Love, ce qui fait qu'il s'est bien intégré au système du 8, c'est qu'il est un peu similaire à Kelly Olynyk dans sa manière de défense. C'est un défenseur pas mal en termes de défense collective. Il sait bien se positionner. Ce qui lui manque, c'est une vitesse latérale, hein. On le sait, mais qui arrive à bien provoquer des passages en force. Et ça, c'est ce que fait bien l'équipe en général. Mais parfois, t'as juste besoin de. C'est aussi simple que parfois, tu as juste besoin de taille un peu pour défendre. Et comme tu le dis, en fait, c'est ce qui rendait PJ Tucker si précieux l'année dernière pour Miami. C'est d'avoir deux joueurs. C'est là où c'est le niveau supérieur, hein, mais Tucker et Bam peuvent switch à l'extérieur. Et du coup, mécaniquement, tu as toujours un en aide et en position de prendre le rebond. Et ça, je pense que c'est la configuration dans laquelle Miami est le plus efficace. Mais pour en revenir à RJ Barrett, je suis d'accord. En fait, je pense qu'il est juste tout simplement parfaitement dans son rôle. Bon, là, je veux dire que c'est une troisième option offensive. Randle n'était pas là au dernier match, donc il était un peu plus haut dans la hiérarchie. Mais non, je pense que tu sais, les séries de playoffs, de toute façon, la réussite offensive d'un joueur, ça dépend de la série, du schéma défensif mis en place. Et on voit clairement que RJ Barrett n'est pas une priorité sur le scouting report de Spo. Et donc, ils vivront avec sa réussite, quoi. C'est pas lui. Je pense que l'objectif principal, avant de frustrer Jalen Brunson, c'est de frustrer Julius Randle, qui est un joueur très émotif et qui peut enchaîner les pertes de balles et les briques assez rapidement et les fautes. On l'a vu plusieurs fois cette saison, notamment contre Miami en dehors de son match avec le game winner. Mais ouais, il y a clairement deux priorités, c'est limiter Brunson et Randle et deux, pas laisser comme tu as très bien noté, toujours avoir Bam en position de rogner le lob euh, à Mitchell Robinson et d'être en position de le box out surtout. Ce qu'il a très très bien fait au match 1, ce qu'il a plutôt bien fait au match 2, mais c'était sur le reste de l'effectif et l'absence de Butler est énorme à ce niveau-là parce que c'est un excellent rebondeur à son poste qui est très très bon sur les box-out. Et c'est là que les Knicks ont pris le match, quoi. Ils avaient pris un peu plus de rebonds au match 1, mais c'était pas dominateur comme ça a pu l'être hier où ils finissent avec 16 rebonds de plus, je crois. Ouais, t'as tout dit. Guillaume qui vient essayer de me nuancer, me corriger. Topin, Grimes, Brunson, Hart, Quickly en shooter à 3 points. Alors Quickly, il faudrait qu'il démarre ses playoffs à un moment. On Ouais, l'espère tous pour les fans des Knicks, moins pour les fans du 8, mais Quickly est un voilà, peu ouais. en galère totale malgré son excellente saison. C'est pour l'instant pas trop ses playoffs. C'est pas tant pour mousser les Knicks en plus que pour dire que les Bucks c'est chaud le spacing. C'est surtout ça en fait mon propos. Là, c'est vrai qu'on te rejoindra très clairement. Sachant que Randle et Barrett peuvent aussi, à défaut d'être bons. Randle qui, hier, c'est vraiment la juste Randle expérience. Pas hier, mais du coup, aussi c'était sur le match d'hier, il me semble. Oui. Oui, puisqu'il joue pas au premier. Donc je regarde le Game 2 et à un moment, je me dis putain, Randle, bon, à défaut de prendre des bons, de faire des Qui est bons sur la choix, ligne, là, de faire des bons choix, je me dis putain, il est plutôt bon, etc. Vraiment, la possession d'après, un choix de merde total. Un tir à chier, comme il aime à faire, voilà, la Juice Randle expérience. Quoi. C'est Ouais, vraiment c'est ça. C'est ça qui est incompréhensible avec lui. Comme assez parallèlement le dit dans le chat, sur la zone, ouais, quand il rentre et bourrine et fixe, c'est très bien, mais aussi quand il fixe directement au poste, on l'a vu en début de carton, c'est hyper fort. En fait, tu vois des possessions où il est très patient, très adroit, beaucoup de touchés, la bonne lecture, la bonne passe. Et après, tu as des pétages de plomb, le tir que tu as évoqué, ou alors le fait sur la remise en jeu de mettre le pied sur la ligne. Voilà. Et de donner des petites frayeurs aux fans des Knicks. Mais sinon, assez parallèlement, à poser une question sur comment est-ce que le Heat va bien pouvoir s'effondrer pour perdre la Ah, série. j'allais te lancer dessus. Alors. Pour moi, c'est très simple, hein.
En fait, tu parlais de Gabe Vincent qui fait de bien meilleurs playoffs que la saison régulière. Et c'est un truc qui m'énerve un peu chez ces défenseurs, chez les fans du Heat. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'évolution en fait, de Gabe Vincent entre la fin de la saison dernière, entre le début de cette saison, entre le milieu de la saison et les playoffs. Il n'y a aucun changement dans le process, il y a un changement en termes de réussite. Le tir de fou qu'il prend je crois que c'est Game 5 contre les Bucks, c'est pas un joueur qui s'est amélioré sur les tirs, c'est un joueur qui a la carte verte, je sais pas pourquoi. Il a la green light et il prend les tirs. Là, au début du match 1, je crois qu'il a 2 sur 7 ou 2 sur 8 à 3 points dans le premier quart-temps. Donc c'est pas un joueur qui sait choisir ses spots, c'est un mec qui, voilà, c'est un gunslinger, il va dégainer, il va tirer. Pour l'instant, il l'a fait avec assez de réussite et les matchs où il a eu moins de réussite, on n'a pas eu besoin de lui. Il occupe ce volume de tir qui est laissé libre par l'absence de Taylor Hero, notamment, et celle de Butler hier. Mais pour moi, ça va pas durer en fait. Et si on fait pas des ajustements à ce niveau-là, ça va mal se passer. Ça va mal de passer. Moi, Duncan Robinson, je veux bien qu'il prenne 10 tirs à 3 points sur un carton. Game Vincent, pas du tout. Je veux le voir prendre des tirs dans le corner. Il peut prendre tous les tirs dans le corner qu'il peut, mais ses pull-ups ou ses tirs là avec des appuis bizarres juste après un rebond offensif, non merci. Donc c'est un peu le danger, surtout que c'est le pari que font les Knicks. Et voilà, on va pas. Il y a eu beaucoup de critiques sur Bam, donc là c'est l'instant défense de Bam. Pour nuancer un peu, je veux dire, il y a peut-être un problème d'agressivité de son côté aussi. Mais contre les Bucks, ils ont joué en drop. Il s'est très bien ajusté en jouant le dribble end-off et en étant agressif au scoring quand il le fallait. Ouais. Alors, en manquant de réussite à la finition, ce qui est assez problématique, et en n'attrapant pas les balles, ça c'est le plus gros défaut de Bam. Là, le problème avec Bam, c'est qu'il n'y a personne pour le mettre sur orbite en fait. Tyler Hero, qui était son meilleur partenaire de pick and roll pendant la saison régulière, est blessé. Le pick and roll fonctionnait bien en milieu de saison. Les équipes se sont adaptées. On voit constamment un aide pour un mec pour taguer le roller. Donc il y a très rarement la possibilité de jouer un empty corner pour que Bam puisse avoir un pick and roll facile. Là, il doit jouer trop en ISO et je vois des gens qui disent ah ouais, Butler, il est pas là, il devrait mettre 25-30 points. Sauf que Bam, il va prendre 20 tirs comment en fait? Il va prendre 20 tirs en pull-up à mi-distance à plus de 16 pieds, il va prendre des tirs à 3 points. Il va rentrer sur 3 gars? Non. Et en plus, il a pas ce jeu au poste en ISO comme Jokic ou Embiid où tu peux force feed un peu un gant, tu vois. Euh, du coup, je vois mal si l'adresse à 3 points baisse du côté du hit et qu'il n'y a pas d'ajustement, qu'on fait pas un peu plus d'efforts pour trouver des situations faciles pour Bam, ça va très très vite être compliqué parce que Butler va pas mettre 56 points à chaque match. Est-ce que c'est pas. En fait, je me demande, et ça rejoint d'ailleurs un peu, enfin, ça rebondit sur ce que nous dit assez parler de moi. On peut parler des plays pornographiques de Spolestra en disant le curl alley-oop de Bam avec deux joueurs à l'opposé loin de la ligne à 3 points pour encaisser les aides. Ça devrait être interdit par la Convention de Genève. D'ailleurs, j'ai adoré ce play, donc tu fais très bien de le citer assez parler de moi. Et en même Mais temps, ils l'ont mis en place combien de fois? et voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, en même temps, moi, je suis un peu en mode, oui, mais en fait, ce truc de mettre en orbite Bam, etc. Alors, t'as un problème de personnel, hein, on est d'accord avec ça. Mais en même temps, bah voilà, ça fait combien de temps, genre, si c'est pas été fait, comment ça pourrait être fait maintenant, tu vois? Oui, c'est comme tu dis, moi, c'est un problème de personnel. En fait, les équipes vont s'adapter. Genre, je sais pas quel serait l'ajustement exact qu'ils vont faire pour ça. Je suis pas Spo ni Tibbs. Mais en effet, il y a un problème. Il n'y a pas de garde capable de slasher, de percuter, de battre son défenseur sur un dribble à Miami. Et c'est ce qu'il faudrait. S'il y avait Fox dans l'effectif, on pourrait dire en fait que c'est criminel de ne pas mettre Bam en valeur. Mais là, en fait, Spo fait avec ce qu'il fait. Et pour venir à ce que Guillaume disait sur Game Vincent, ouais, bon, c'est un joueur non drafté, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même mettre en avant ses défauts. Je le critique pas en tant que personne. C'est voilà, c'est Miami fait avec ce que Miami a. Et on verra. Et là, la réussite, pour espérer libérer Bam, il faut espérer que les Knicks vont s'en avoir marre de voir Caleb Martin leur mettre 5 ou 6 3 points par match. Et peut-être que là, ça va débloquer des choses dans le jeu. Mais on a vu avec les Bucks, eux, ils n'ont pas fait l'ajustement. Ils ont laissé les shooters de 8 les tuer jusqu'à la fin. Et il n'y a aucun moment, ils se sont dit, bon, on va les laisser mettre Bam en orbite et on voit si Bam peut nous en mettre 30 et s'ils peuvent nous battre comme ça. C'est vrai aussi.
Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter dans cette série. Moi, juste, peut-être pour revenir plutôt du côté des Knicks, on parlait un petit peu du coup de chaud, enfin du nouveau shoot de RJ Barrett. Est-ce que ça tiendra? Est-ce que ça tiendra pas? Est-ce que c'est pas une variable quand même très indécise pour trouver le mot qui me manquait? Il y a d'autres joueurs à côté aussi. Je suis un petit peu déçu de l'apport. Donc, on parlait un peu d'Emmanuel Quickley, mais je pense à Quentin Grimes aussi, alors qui était convalescent, hein, il me semble, au début de série, et même à la fin de celle des Cavs, il me semble. Voilà. Alors qu'elle s'est parlé de moi, notre rôle avec genre Fournier, par exemple. Alors, peut-être pas Evan Fournier, mais. Mais voilà, je pense à Quentin Grimes, qui a été important dans ses minutes hier dans le Money Time, par rapport à ce qu'il apporte dans, je trouve, la géographie, la physionomie des plays et de comment il peut potentiellement connecter plus rapidement, etc. Comment ils peuvent aller chercher les rebonds avec Josh Hart, avoir les deux à l'opposé dans les deux corners pour avoir deux solutions, etc. Je trouvais que c'était intelligent qu'il soit là. Néanmoins, je trouve que son apport est quand même moindre vis-à-vis de la SR. Alors, est-ce que c'est dû à son retour de blessure, peut-être? Voilà, comme disait, c'est pas mal, quand même, c'est précieux pour le spacing. Il y a aussi, je pense, peut-être des motifs d'espoir pour les Knicks pour voir un petit peu ces joueurs-là affleurer. Et quand on parlait de variance pour RJ Barrett ou pour d'autres joueurs, peut-être que eux Ouais. pourront être dedans. J'ai un peu l'impression que c'est aussi le cas pour le Heat, hein. Tu parlais du coup de Gabe Vincent, mais il y en a d'autres qui peuvent prendre potentiellement un petit peu son relais si lui est moins efficace, si tant est Mais que, moi si en tant fait, est il y qu'il a fasse du eu. rebond. On va pas parler des absents, mais pour moi, l'un des joueurs qui pourrait vraiment casser les couilles aux Knicks, parce qu'il l'a fait historiquement, la saison dernière en particulier, c'est Duncan Robinson. La manière dont les Knicks défendent le dribble end-off avec Bam est vraiment douteuse. Et je comprends pas que ça soit pas un two-man game dont ils abusent un peu plus. Surtout qu'on a vu qu'il est revenu en rythme. Et c'est facile de se moquer de Duncan Robinson, hein. Il fait 2 m 3. Bon, tu le regardes, il ressemble un peu à rien quand il défend. T'as l'impression que c'est la timbre des arbitres. Il est toujours. Lui, il est 1 mm hors de position. Ça siffle le directement. Il y a des joueurs, c'est comme ça, ils doivent être parfaits pour pas prendre des fautes. Mais putain, Guillaume, il dira pas le contraire, c'est une arme offensive incroyable. La gravité, toi, tu parlais de gravité de Quentin Grimes. Duncan Robinson, c'est ça fois 10 pour Miami. Et on a vu que le reste des équipes de la ligue, bon, sur Twitter, c'est facile de se foutre de la gueule de son contrat à 90 millions sur 5 ans, mais ça fait grincer un peu. Mais le reste des équipes le respectent encore. Et pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut changer la série de par ses tirs. Et c'est un mec qui il te fait péter le verrou en 3 séquences de jeu, quoi. Tu te prends 3 tirs à 3 points de Duncan Robinson, je t'assure que bam, il va commencer à avoir ses espaces, que ça va se libérer pour tout le monde et que même Gabe Vincent va pouvoir driver, tu vois. Donc c'est lui que j'attends vraiment côté hit. Et c'est lui qui a peut-être un peu moins montré jusque-là, plus peut-être par manque d'opportunités. Et sinon, un autre joueur qui a peut-être une carte à jouer, c'est Ice Smith. J'ai trouvé un peu décevant hier soir. Alors, je t'en veux pas si tu connais pas trop son profil, hein. C'est encore un mec qui sorti J'allais de te nulle dire, part. il y a que les fans Enix qui connaissent Sam Smith, hein, je suis désolé de le dire. Euh, non, mais ouais, Ice Smith, ouais, c'est un mec. Les mecs qui voulaient faire les précurseurs, les connaisseurs un peu, c'était, ils disaient, ouais, Ice Smith, c'est la prochaine grosse trouvaille du 8. Les 2 premiers mois, ils ont dit, ouais, Ice Smith, faut l'envoyer en Chine. Et après, il a commencé un peu à rentrer dans le rythme. Alors, c'est un mec, je crois qu'ils ont dit qu'il sortait de Division 2. Ça, j'en suis pas sûr. Mais bref, c'est un bonne taille, 2 m 3. Il peut jouer 3-4. Très très gros défenseur individuel. Ceux qui ont regardé les séries contre les matchs contre Boston cette année, ils peuvent se rappeler, il a donné des cauchemars à Tatum en défense. Mais par contre, très irrégulier au shoot. Mais c'est un mec, il a une bonne taille, bon contreur, très bon défenseur, très intelligent. Et je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer sur 10-15 minutes sur cette série, notamment s'ils ont besoin d'envoyer du monde sur Brunson et sur RJ Barrett. Par contre, tu sacrifies un peu en attaque, mais c'est là où des combinaisons avec Duncan Robinson, pardon, pour avoir sens. Surtout si tu mets Kevin Love en 5 par séquence, Ice Smith en 4, Robinson en, je sais pas, en 2, en 3, Butler et Gabe Vincent. Tu vois, ça sera un 5 que j'aimerais bien voir sur des petites séquences quand Bam se repose, au lieu de voir Zeller en 5 qui, malgré une bonne entrée en saison régulière, a l'air un peu perdu.
sur le terrain, Ouais. un peu soft. Je le trouve Et tout le temps dans le No Man's Land. Tu sais, genre tout le Oui, temps l'endroit où bah, il sert à rien. ouais. Et ce qui est surprenant parce qu'il était très très bon en saison régulière et c'est un joueur qui est très intelligent. Mais là, il m'a l'air un peu perdu, même un peu vicose sur les rebonds offensifs. Mais voilà, je pense que des deux côtés, il y a comme tu dis, il y a des joueurs qui peuvent sortir de leur coquille. Euh, mais, euh, Je résiste mais pas ouais. malgré tout quand même, hein, parce que assez périodement a été incroyablement dans les clous avec ta sortie. Même il l'a anticipé même. Il a dit non mais je vous le dis, on va sortir Fournier. Il y en a ras-le-bol de prendre des avions de joueurs non draftés dont on n'a jamais entendu parler. On va sortir les two-way contracts. Pas de raison qu'on soit les seuls à se faire humilier par des clodos de la génie. On va Alors, mettre les Westchester Knicks. Celui-là il m'a eu. mais Ça, c'était rassure-toi, quand les même Bucks, ils se sont fait bolosser aussi par Dustruss et DJ Vincent. C'était quand même à propos parce que Ice Smith, bon, je veux bien. Et en vrai, avec ton explication de 5, je me dis, pour l'expérience, je suis, moi en tant que fan neutre, moi pour l'expérience, je veux voir les choses. Mais bon, Ah, mais en fait, tu vois, quand t'as un effectif là aussi limité avec les blessures et même le manque de talent, t'essayes de trouver un peu ce qui peut marcher. Et moi, je pense qu'il peut avoir un apport intéressant. Mais mais c'est comment vrai que veux-tu, côté. attends, mais comment veux-tu que, Pardon. regarde, là c'est le Oui. watch time YouTube, comment veux-tu qu'on ne fasse pas décrocher les gens quand on parle de Ice Smith comme ça, Ah ouais, bah là, t'as attendu le point de non-retour. Ça veut dire qu'il faut changer de série là, parce que ouais. Non, bon, si tu. Mais moi, j'attends le retour de Butler, et c'est vrai que pour les Knicks, ce qui est pas très rassurant, Bien c'est de sûr. prendre une victoire à l'arraché comme ça, sans Butler, avec un match pas non plus fou côté Bam qui a. Si on peut reparler de Bam rapidement, qui a joué correct, mais peut-être un peu trop propre en fait. Et pas assez agressif, même si c'est un peu difficile En, d'être. se- en sera-t-il un jour le cas? Est-ce que ce sera un jour le cas pour Bam? Quand Le De'Aaron débat Fox reste sera à entier. Miami. Le débat reste entier. Moi, ouais, pour faire un petit peu peut-être les motifs d'espoir pour les uns, pour les autres, les motifs d'inquiétude pour les uns, pour les autres. Moi, je trouve que du côté du Heat, je trouve que le rebond offensif. Alors, tu parlais de Butler, hein, qui effectivement est un manque quand même certain à ce niveau-là. Je trouve que quand même, par exemple, ce qui m'inquiète un petit peu pour le Heat, c'est l'aspect backup derrière Mitchell Robinson, parce qu'on parle beaucoup du rôle prépondérant de Mitchell Robinson. Je trouve que Ouais, derrière les Knicks, ils ont assuré. Hartenstein, il a fait un gros taf là-dessus et je clairement, pense ouais. qu'il peut le reproduire. Oui. Donc je pense que ça, c'est un petit peu inquiétant dans le sens où est-ce que le Heat va vraiment pouvoir retourner cet aspect-là conséquemment et régulièrement. Je suis pas si sûr. Donc ça, c'est un truc à vérifier. Ce sera toujours Il y a, forcément un juge de paix. il y a un truc qu'on a oublié, Dis-moi, c'est dis-moi. que. Est-ce que tu sais, ils étaient à combien de fautes, Mitchell Robinson et Hartenstein? Alors Hartenstein, il en a pris sévère à un moment. Les deux devaient être à 4-5. Ouais, à 4-5, est-ce que tu penses qu'ils finissent le match si Butler est dans le match en fait? Ouais, non mais Et que ça, ça tombe je... Tu vois, Surtout donc que ça, je pense que c'est Butler est un. très bon pour prendre la position vraiment à Ouais, l'intérieur de la raquette, très loin dans la raquette, proche de la et, zone de non-contact, etc. et provoquer la Et faute. oui, je Ouais. suis d'accord. Moi, pour moi, un des points clés, c'est peut-être de fold out ces mecs-là, hein. C'est C'est ça. Pour moi, clairement, et on a vu que Bam peut en un contre un, peut les jouer, les prendre de vitesse et les forcer à faire faute. Parce qu'ils sont encore un peu naïfs. Et il y a aussi Butler qui peut provoquer pas le lancer et les mettre dans le dur. Ce qui limite mécaniquement la présence de Butler fait que tu peux être moins agressif sur ces secteurs de jeu parce qu'il faut réserver tes fautes pour les moments où il faudra charcutrer quand il ira au panier. Donc je pense que c'est un ajustement qui a l'air peut-être moins obvious directement et c'est vrai qu'il est un peu moins tangible parce que ça reste à l'appréciation de l'arbitre, comment sont gérés les contacts et tout ça, mais je pense que c'est un facteur à prendre en compte euh, et à surveiller au prochain match. Effectivement, je suis un petit peu, pour nuancer ton point, je serais un petit peu plus... J'ai l'impression qu'il y a que Butler et Lowry qui sont capables de mettre des fautes à ces mecs-là. Je suis Bam, j'adorerais vouloir te croire, mais comme Guillaume nous dit, Bam doit prendre plus de fadeaway, oui. Ouais. Bon, heureusement que je suis Guillaume et j'apprécie son travail sur Twitter parce que sinon je Tu serais l'aurais tombé, pris pour un... je serais tombé dans le piège. Par contre, je connais pas TV Shady, mais je vois
Bam est surcoté de malade, rappelons qu'il disait contrairement à Non, Gobert, lui pouvait défendre 1 sur 5. J'espère que c'est du troll. C'est un provocateur lui aussi. Assez parlé de moi qui nous dit, et petite punchline vis-à-vis de Tibbs, parce qu'il en faut au moins une par live bien sûr. 3 chacun à la mi-temps par rapport aux fautes de Hartenstein et Mitch Robinson, vous aurez compris. Après faites gaffe, Tibbs en pivot, il joue Randall 5 et ça peut être très efficace, mais il s'interdit bien sûr de le faire s'il peut éviter quitte à crever avec un pivot. Ça c'était la petite punchline pour Tibbs. Oui, donc il y aura forcément ça à regarder bien sûr du côté des Knicks. Après l'adresse à 3 points comme juge de paix entre les deux équipes qui sont pas forcément les plus efficaces en SR et historiquement parlant, à vérifier. Et puis ensuite encore une fois, on l'a vu, plutôt un bon ajustement vis-à-vis de Jalen Brunson et la défense sur Jalen Brunson en vraiment mettant beaucoup plus de monde, de joueurs et de corps sur le mi-distance, sur sa zone de prédilection, quitte à prendre le risque de se dégarnir à 3 points. Tu parlais par contre de Julius Randle, c'est vrai qu'il a été plutôt bon, et ce sera peut-être quelque chose à voir sur les games suivants. Est-ce que tu as une conclusion, Hugo, par rapport à cette série entre Knicks et Heat? Est-ce que tu peux peut-être te risquer un pronostic sans forcément pouvoir te jinx? Ouais, une conclusion. Je pense que cet été, Tibbs, il faut qu'il aille faire un petit passage en Turquie parce que ça commence à être chaud sur le crâne. Mais Mais pourquoi il met du gel comme ça sur je les sais 4 pas, qui restent? c'est pas à moi qu'il faut demander, ça. Mais oui, je vais reprendre très rapidement sur l'adresse à 3 points. Ouais, c'est un peu un combat déclopé de ce côté-là. Je pense pas que, même si selon Guillaume, il y a pas mal de bons shooters à 3 points côté Knicks, pour moi, c'est l'adresse, enfin le combat à 3 points ne va pas se jouer sur des hautes adresses. C'est pas qui shootera à 40 ou 45%. C'est tout simplement qui shootera un peu mieux que l'autre. C'était un peu l'histoire du Game 1 où Miami shootait à 33%. Et ce guignol de Stephen A. Smith dit Miami, c'était Stephen Curry en face, alors que le mec shootait à 30% à 3 points. Bref, voilà, ça va être là. Je pense que il y aura pas ça m'étonnerait qu'on voit des blowouts sur cette série. Même si je pense qu'il y en aura peut-être un à Miami, mais je vois pas de gros score fleuve. Mais je pense si Butler joue dès le prochain match, c'est Miami 4-1. J'ai aucun doute là-dessus. Et j'ai pas peur de me jinx. Mais j'ai du mal à. Bah, c'est peut-être un biais de récence, mais ça m'a vraiment inquiété pour les Knicks, enfin, et rassuré pour le Heat de les voir galérer à ce moment-là sans Butler en fait. Qui est vraiment l'élément stabilisateur du Heat et le mec qui sera régulier match après match et qui les terrorise tellement qu'ils ne veulent pas l'attaquer alors qu'il a une cheville en fin de match. Ça, j'ai pas compris, Et vraiment. j'ai pas compris non plus. Et puis surtout, même si c'est un peu une platitude, Spo, je fais confiance à Spo pour faire les ajustements. Je fais confiance à Bam pour continuer de jouer juste et de pas forcer et tomber un peu dans le piège des Knicks. Et j'aimerais juste qu'ils s'achètent des mains pour attraper la balle. Voilà. C'est un peu le même défaut que j'ai moi en tant que joueur de basket. Euh, bien capter ses ballons et pas se les faire prendre, mais c'est la plus grosse frustration que j'ai avec lui sur cette saison et sur cette série. Des Mais je pense turnovers que- qui vous coûtent d'ailleurs un peu cher parce que les Knicks Ouais. font beaucoup leur beurre sur transition. Ouais. Ça a été votre run là sur. Et des pertes cons, quoi. Genre, Ouais. t'as reçu la balle intérieure ou t'as drivé, tu t'arrêtes, tu montes ta balle ou tu la sécurises pas assez. C'est un peu dommage. Donc il faudra regarder ça, un autre élément clé effectivement, et c'est bien que tu le précises. Un prono extrêmement polarisé donc, assez pas de moi, qui lui aussi est un petit peu biaisé, mais réalise finalement. À ce stade, je nous vois mener 3-1 et perdre 4-3 avec Julius qui tire la gueule. Voilà. Alors est-ce que c'est une tentative de contrer le Jinx? On sait qu'il y en a qui sont adeptes de ça, je m'inclus là-dedans. Pourquoi d'ailleurs TV aussi. Shady il flex sur moi avec sa Twitch Ah, money ça et son prend les pari de paris. 100 euros? Je ne parie pas d'argent. All Star Shop, Renaud, ami bien sûr, et membre de la Nuggets Nation s'il en est, un individu finalement non biaisé, nous dit 4-2 pour le hit. Finalement quelque chose d'assez équilibré. N5 et Hugo, alors que Tractopello arrive dans le chat. Tractopello qui vient à peu près une fois tous les 10 ans. Voilà, on est content de l'avoir, mais il disparaîtra dans à peu près 10 minutes.
Bien Tant qu'il sûr, lâche parce que... tant qu'il lâche son sub, ça va. Ah, Il mais a, on il a a... des subs Non, à lâcher. avec... c'est vrai, c'est vrai, on peut pas l'insulter, il a sub baissé à l'époque, donc merci à toi, bien sûr, Tractopello. Mais il a plus de bourse, alors il sub plus. Il travaille, c'est un membre productif de notre société, Bon, productif, je ne sais pas, mais un plus membre de une notre larme au société. crochet de l'État. 4-1 hits, nous dit Tractopello pour le pronostic. TV Shady, forcément, 4-2 ou 4-1 Knicks. 4-1 hits, pardon, je sais pas si j'ai fourché avec le prono de Tractopello. Bref, on a un petit peu de tout, du coup, pour cette série. Moi, je vois... Ouais, difficile de parier contre Playoff Jimmy. Je pense que c'est surtout ça qui me vient en premier lieu. Après, le rebond m'inquiète un peu. La cheville de Jimmy aussi, est-ce que ça tiendra vraiment? Il y a la cheville de Bronson aussi et de Randle. C'est vrai.